Oui, je vois Ouais, des oui. normalement c'est bon. Super. N'hésitez pas à ouvrir les micros et à interrompre si jamais vous avez des questions pendant la présentation. On est ensemble jusqu'à 10h15, je crois. Et vous aurez le replay disponible sur le spot et on vous enverra la présentation après le webinaire. Donc, vous aurez le support sur vos boîtes mail juste après. Alors, on est dans le cadre d'un cycle de webinaires. On est sur le 3e webinaire sur la thématique de la coopération. C'est des webinaires qu'on organise en partenariat avec la métropole Rouen-Normandie, puisqu'on a identifié ensemble que c'était un sujet assez prégnant cette année et dans les années à venir pour les structures de l'ESS. Donc, on a décidé de proposer plusieurs interventions sur cette thématique. Lors des 2 premiers webinaires, on a beaucoup parlé de qu'est-ce que la coopération, de est-ce que c'est le moment de coopérer ou pas, quelle forme ça peut prendre, etc. Aujourd'hui, on va aller encore un peu plus loin et on va traiter de la transformation des organisations dans le cadre de projets de coopération. Qu'est-ce que ça impacte, comment est-ce qu'on arrive à une organisation mutualisée avec une autre structure, voire à une fusion, et quelles sont les conséquences de l'avancée de ces rapprochements. Pour commencer, je vais volontairement vous poser une question qui est un peu à côté du sujet, puisque le sujet, c'est pas comment et pourquoi coopérer, mais c'est plutôt de se dire quelle organisation permettra demain de porter au mieux notre projet d'utilité sociale. Dans l'ESS, on est très attaché à nos structures, on est attaché à l'histoire, on est attaché aux missions que la structure dans laquelle on est représente. Mais quand on va parler de rapprochement, de coopération, de fusion, le vrai sujet, c'est pas de se dire est-ce qu'il faut fusionner ou pas. C'est comment préserver le projet social, comment s'assurer que notre mission elle est remplie. Et dans un contexte qui est un peu chamboulé actuellement avec des contraintes de financement qui se réduisent, avec des besoins qui changent, c'est important de se questionner sur comment est-ce que je fais pour remplir au mieux ma mission et pas de rester campé sur il faut à tout prix que mon association survive, mais vraiment de se dire qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse atteindre mon public, remplir les besoins pour lesquels ma structure a été créée. Et par exemple, je vais vous donner l'exemple d'une association qui accompagne depuis 25 ans des jeunes en difficulté. Le projet fonctionne, les équipes sont reconnues, l'ensemble des partenaires est satisfait, mais le président a annoncé qu'il voulait partir. Il n'y a personne pour prendre sa place au niveau de la gouvernance. Les financements deviennent de plus en plus difficiles à obtenir. On finance les projets, mais on finance plus le fonctionnement. Les fonctions support commencent à être très fragiles. Et du coup, si cette structure, elle refuse de se poser la question, elle refuse d'évoluer au nom de son indépendance et au nom de son histoire, parce qu'elle a toujours fait comme ça et elle a toujours existé de cette manière-là, ça risque de poser la question de où est-ce qu'elle sera dans 5 ans. À l'inverse, si cette structure accepte d'étudier un rapprochement avec une autre association, avec une autre structure de ESS qui partage les mêmes valeurs, peut-être que les emplois vont être préservés, peut-être que les bénéficiaires vont continuer à être accompagnés de manière efficace, et peut-être que le projet associatif pourra continuer à vivre. Ce qu'il faut retenir et ce qu'on va se dire dans tous ces webinaires, ce qu'on cherche à préserver dans un contexte qui est mouvant et qui secoue les structures, c'est pas un numéro RNA, c'est pas un nom d'association, c'est une mission d'utilité sociale. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on parle davantage de rapprochement aujourd'hui qu'il y a 5-6 ans Parce que les secteurs dans lesquels on évolue, l'ESS en général évolue et que on rencontre tous certaines difficultés. Par exemple, on a certaines structures qui nous disent j'arrive pas à recruter. D'autres qui vont nous mettre en avant le fait que le conseil d'administration vieillit ou alors que la structure elle a pas de taille critique suffisante pour investir et puis pour aller toucher un nouveau public. On constate aussi des structures qui nous disent bah on fait exactement le même métier que notre voisin, c'était pas le cas il y a 5 ans et aujourd'hui on a de la concurrence. Et du coup, ces situations, elles nous conduisent à nous poser des questions de qu'est-ce qu'on devrait faire pour continuer à exister de manière efficace. Et c'est précisément
à ce moment-là, avec ce contexte-là de conseils d'administration qui sont vieillissants ou qui sont difficiles à renouveler, avec des problèmes de recrutement, avec des problèmes de modèle économique, commence la réflexion sur la coopération et sur l'étape d'après qui est le rapprochement. Je retourne sur mes exemples. Par exemple, on va dire qu'on a 2 associations qui travaillent depuis plusieurs années sur le même territoire. Au départ, elles vont organiser un événement commun, puis après elles vont répondre ensemble à un appel à projet, et puis elles vont commencer à mutualiser une partie de leur communication, et puis après, pourquoi pas, un poste administratif, puis après un logiciel métier. Et puis plus ça va aller, plus les directeurs vont travailler ensemble pour justement construire des projets communs. Les administrateurs vont commencer à se rencontrer, les salariés vont commencer à se croiser de plus en plus sur des actions et des activités communes. Et puis un jour, il y a un administrateur qui va poser la question toute simple, mais pourquoi est-ce qu'on continue à fonctionner en parallèle? Pourquoi est-ce qu'on continue à fonctionner comme 2 organisations alors qu'on a des projets communs, on a des équipes qui se parlent, on a des administrateurs qui partagent des missions et des valeurs? Et c'est cette question qui est fondamentale. Pourquoi continuer à fonctionner en parallèle quand on peut arriver à faire encore mieux et encore plus en se rapprochant et en ayant des manières de travailler en commun? En gros, ce que je veux vous dire, c'est que la transformation, elle commence pas le jour où on signe une fusion, où on signe un protocole de fusion. Elle commence souvent plusieurs années avant, le jour où l'on commence à construire ensemble une vision commune et une manière d'agir en commun. Et c'est précisément ce qu'on va regarder maintenant, parce qu'il y a des degrés entre la coopération ponctuelle et la fusion. C'est pas tout ou rien. Il y a de multiples trajectoires possibles, et tout ça, ça fait partie de la coopération. Partager des projets en commun, partager des activités en commun, c'est une première base, et ça conduit les organisations à construire une vision commune, à travailler ensemble au quotidien, à se demander si le fonctionnement actuel est encore pertinent. Et du coup, il y a des degrés entre on coopère ponctuellement, on fait des actions ponctuelles, et on fusionne complètement. Et c'est ce qu'on va regarder là. Le rapprochement, c'est pas une fusion à moitié. J'entends souvent des dirigeants qui nous disent: «On n'est pas prêt à fusionner». OK, mais la question, c'est pas celle-là. La vraie question, c'est qu'est-ce qui gagnerait à être construit ensemble avec la structure partenaire avec laquelle on a l'habitude de travailler? Le rapprochement, c'est pas décider de devenir une seule structure. C'est accepter de regarder ce qui pourrait être plus efficace, plus cohérent, plus utile si on le faisait ensemble. Et du coup, un rapprochement, c'est une démarche d'expérimentation. On va tester une organisation commune avant de décider si c'est pertinent d'aller plus loin et de devenir qu'une seule structure. Du coup, on peut parler d'échelle de rapprochement. On peut avoir le premier niveau qui est d'abord, on va rapprocher les projets. C'est souvent là que ça commence. 2 structures vont constater qu'elles poursuivent des objectifs très proches. Elles vont décider de construire ensemble, par exemple en répondant à un appel à projet, en organisant un événement, en organisant un parcours commun pour des bénéficiaires qu'ils ont ensemble. Elles vont coopérer sur un projet précis, et à ce stade, chacun reste chez soi. Par exemple, une asso qui accompagne des jeunes vers l'emploi, et qui travaille avec une autre qui intervient sur les questions de mobilité. Les bénéficiaires sont les mêmes, on a le même public, les jeunes vers l'emploi, et plutôt que de travailler chacune de son côté, une qui accompagne à l'emploi, une qui accompagne à la mobilité, elles vont construire ensemble un parcours unique. Pour les bénéficiaires, le service il devient plus lisible, on a une vraie chaîne d'accompagnement des publics, et pour les structures, on arrive à avoir des compétences qui sont complémentaires et qui permettent de couvrir un besoin de manière plus globale. Et du coup, le rapprochement, ça commence souvent par une meilleure réponse aux besoins des bénéficiaires, pas par une réflexion juridique qui va se dire: «Est-ce qu'on mutualise? Est-ce qu'on fusionne? Est-ce qu'on absorbe?» Le deuxième niveau de rapprochement, avant d'aller à la fusion, c'est rapprocher les activités. Par exemple, avec le temps, des structures qui vont constater qu'elles réalisent des missions similaires. Alors elles vont commencer à organiser leurs activités ensemble. Par exemple, moi j'interviens sur le secteur de Rouen, toi tu vas intervenir sur le secteur du Havre, et ça va nous permettre de couvrir un territoire plus large en faisant les mêmes activités.
Ou alors on va décider de spécialiser certaines équipes ou d'avoir une programmation commune et de proposer un calendrier d'action commune entre 2 structures. Par exemple, 2 associations qui vont proposer des ateliers numériques, et ben, plutôt que d'organiser chacune leur propre programmation, elles vont élaborer un calendrier commun et les usagers, les bénéficiaires, ils vont accéder à une offre plus complète avec plus de dates. Les salles vont être mieux utilisées, les animateurs peuvent intervenir sur les 2 structures. On va être sur un début de mutualisation de moyens pour couvrir au mieux les activités. Troisième niveau de rapprochement sur l'échelle de la coopération, c'est rapprocher les équipes. Et c'est souvent là la dernière étape avant d'arriver vers un niveau plus intense de rapprochement qui peut être la fusion. Mais le rapprochement des équipes, c'est un bon début pour une coopération et un rapprochement plus. Au début, on va commencer par rapprocher des fonctions de support, la comptabilité, la communication, les RH, l'informatique. Puis parfois, on va rapprocher un niveau plus important, par exemple la coordination de projet, la direction, le développement des marchés, le développement de l'activité. Et pourquoi est-ce que cette étape elle est importante? Parce qu'elle va permettre de tester les capacités des équipes à travailler ensemble. On va rapidement découvrir qu'il y a des différences culturelles dans les structures. C'est important d'en avoir conscience avant de passer à une étape supplémentaire de rapprochement et de fusion. Par exemple, des 2 assos qui vont mutualiser leurs responsables administratifs. Et ben, au bout de quelques mois, elles vont constater que les procédures sont très différentes entre la structure A qui est très organisée avec des process, etc., et la structure B qui fonctionne plutôt à l'expérimentation. C'est un premier constat qui est important d'avoir en tête avant d'aller plus loin dans les processus de rapprochement. Ces assos qui mutualisent le responsable administratif, elles peuvent avoir des outils qui sont différents. Elles peuvent avoir des habitudes de décision qui sont différentes aussi. Et ben, le fait de passer par cette première étape de rapprochement qui est on mutualise un poste, ça permet d'identifier les adaptations qui vont être nécessaires dans l'organisation avant d'aller plus loin dans le process de rapprochement. Le rapprochement, c'est pas seulement une question d'organigramme, de qui fait quoi. C'est aussi une rencontre entre 2 cultures et c'est ça qui est important d'avoir en tête. Le 4e niveau de rapprochement, de coopération, c'est rapprocher la stratégie. Et c'est souvent l'étape la plus déterminante. Les dirigeants, ils vont pas seulement construire un projet commun, ils vont commencer à avoir une vision commune. Ils vont se poser ensemble des questions comme où est-ce qu'on veut être dans 5 ans ensemble? Quel public est-ce qu'on veut accompagner dans 5 ans? Quel investissement on va devoir réaliser pour accompagner au mieux ces publics? Et à partir de ce moment-là, les décisions vont commencer à s'impacter les unes les autres. Les décisions qui vont être prises dans la structure A vont impacter la structure B. Et là, on est vraiment à la frontière de la coopération qui devient fusion. Parce qu'à partir du moment où la stratégie elle est commune, il devient logique de s'interroger sur la gouvernance et du coup sur l'organisation plus globale. Avant d'aller plus loin dans le process et dans les impacts du rapprochement slash fusion slash gouvernance partagée, c'est important de se poser ces questions-là et je vous invite à reprendre ces 4 questions si vous commencez à rentrer dans un processus de rapprochement poussé avec une structure. Se dire qu'est-ce qui fonctionne déjà ensemble? Est-ce qu'on a déjà des projets qui fonctionnent ensemble, des équipes, des partenaires, des outils? Qu'est-ce qui reste difficile à construire et à appréhender? Est-ce que nos cultures sont vraiment très différentes? Est-ce qu'on a des outils d'alimentation de nos process ou de nos activités qui sont incompatibles? Est-ce qu'on a des décisions prises qui sont vraiment très divergentes? Ça, c'est les questions à se poser pour se dire: «OK, où est-ce qu'on en est du process de rapprochement et qu'est-ce qui nous reste à travailler avant de se dire on passe à l'étape supérieure qui est une organisation, une gouvernance et des activités qui deviennent une seule. Troisième question à se poser, c'est où est-ce qu'on crée réellement de la valeur? Est-ce que le fait de travailler ensemble, ça va apporter de la valeur pour les bénéficiaires, pour les salariés, pour les financeurs,
pour les partenaires? Et puis la dernière question, c'est est-ce que le rapprochement, ça va, apporter plus que ça va complexifier? C'est la question la plus importante. Un rapprochement, peu importe le stade, le degré dans lequel on va le pousser, ça doit améliorer la qualité du projet, l'impact, la capacité d'action. Ça doit pas seulement réduire les coûts ou répondre à une problématique et du coup, c'est le peser le pour et le contre entre est-ce que ça nous apporte plus que ça ne complexifie qui va pouvoir dire: «OK, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne structure avec laquelle se rapprocher et est-ce qu'on passe à l'étape, supérieure qui est une mise en commun vraiment, de la gouvernance, des activités, de l'organisation?» Parce que la première étape, dans un rapprochement poussé qui va, peut-être conduire à la fusion, c'est, une gouvernance partagée. On vient de voir que les rapprochements, ça concerne d'abord les projets, les activités, les équipes, mais plus les structures vont travailler ensemble, plus une question va devenir incontournable, c'est la question de qui décide. Finalement, c'est pas parce qu'on a 2 structures qui partagent un poste, qui répondent ensemble à un appel à projet, qu'elles vont se transformer profondément. Elles vont se transformer quand on va commencer à prendre des décisions ensemble et c'est là que la coopération et que le rapprochement changent de nature. Lorsqu'on parle de gouvernance, on va, penser, en première intention au conseil d'administration, au statut, à qui est président, au bureau. OK, c'est des sujets importants, mais c'est pas le cœur de la gouvernance. La gouvernance, c'est avant tout la manière dont une organisation va prendre ses décisions. Et lorsqu'on va rapprocher de structures, les questions deviennent nombreuses, quand on décide de partager une gouvernance. Qui fixe les priorités? Qui décide des investissements? Qui arbitre lorsqu'il y a un désaccord? Qui représente le projet auprès des partenaires? Comment est-ce qu'on construit une vision commune et qu'on arbitre des choix? Une coopération, ça peut fonctionner avec 2 gouvernances séparées, mais un rapprochement durable, une coopération poussée, ça va nécessiter d'apprendre à gouverner ensemble. Et pourquoi est-ce que c'est un des sujets les plus, difficiles à appréhender? Parce que derrière la gouvernance, il y a pas seulement des règles, des statuts et des manières de fonctionner. Il y a une histoire, des habitudes, des personnalités, des responsabilités, de la confiance. Par exemple, prenons 2 assos, toutes les 2 sont financièrement saines, les équipes s'entendent très bien, les projets sont complémentaires. On se dit: «Bah, on va, p pousser le curseur et on va se rapprocher encore plus et pourquoi pas fusionner?» mais ça marche pas. Pourquoi? Et bah, parce que les présidents n'ont jamais réussi à construire une vision commune. À l'inverse, j'ai vu des rapprochements où les difficultés économiques étaient importantes, où il y avait des modèles économiques qui commençaient à s'effondrer, des 2 côtés, mais où les dirigeants ont réussi à partager une confiance réciproque et une vision d'avenir commune. Et là, ça a fonctionné. Parce que quand on sait où on veut aller ensemble, c'est plus facile de se dire comment on va le faire. Et du coup, une gouvernance, posée, sereine, qui voient dans la même direction, c'est plus important que les aspects juridiques qui vont se dire, «Est-ce qu'on fait une fusion-absorption? Est-ce qu'on fait, une fusion, je sais pas quoi?» La question la plus centrale, c'est, comment la gouvernance va fonctionner et est-ce qu'on fonctionne de la même manière? Est-ce qu'on est prêt à fonctionner de la même manière? Les 3 étapes pour arriver à une gouvernance partagée, essentielle à un processus de rapprochement, plus intensif. Première étape, ça va être de se concerter. Au début, chacun va rester, pleinement responsable de sa structure. Mais les dirigeants vont créer des espaces réguliers de dialogue. Par exemple, on va faire, des réunions, trimestrielles entre, présidents, présidentes, des 2 structures. On va organiser un séminaire stratégique commun, en réunissant les équipes et puis, les gouvernances, des 2 structures pour se dire: «OK, c'est quoi notre stratégie qu'on veut construire ensemble?» et puis on va aussi peut-être organiser une réflexion collective sur les besoins du territoire. L'objectif de ce premier temps de concertation, c'est de construire une compréhension commune, des enjeux auxquels on veut répondre. Parce que c'est ça qui va guider la stratégie et qui va guider le projet commun.
Et si on comprend pas la même chose au démarrage d'un processus de rapprochement, on risque d'avoir des distensions à un moment et d'avoir du mal à réunir tout ça dans une stratégie et dans une vision partagée et du coup dans une identité et une culture commune. Donc, on se concerte de manière régulière pour essayer d'avoir le même postulat de départ et de construire une compréhension commune des enjeux qu'on veut relever. Ensuite, on va co-construire. On va prendre certaines décisions ensemble. Par exemple, on va décider de construire un budget partagé sur un projet. On va décider d'avoir des investissements en commun ou alors d'élaborer une politique RH commune, de se mettre d'accord sur les profils qu'on veut recruter. Là va apparaître une nouvelle difficulté. On cherche plus simplement un accord. On doit accepter de renoncer à certaines préférences individuelles au bénéfice d'un projet collectif. Et la question à se poser, c'est dans ma structure, quelles vont être les décisions sur lesquelles je suis prêt à partager avec une autre organisation et lesquelles décisions je souhaite garder exclusivement à ma main. Là, on passe une étape supplémentaire qui est se dire, OK, première étape, on se concerte, on construit une base commune, une compréhension des enjeux pour pouvoir tracer la ligne de comment on va y répondre. Ensuite, deuxième étape, on co-construit en commençant à mettre en commun des sujets stratégiques sur les investissements, des projets communs, une politique RH. Et du coup, ça va amener à se dire, ah bah, dans cette co-construction, sur quoi je suis prêt à lâcher un peu de laisse et sur quoi je veux surtout pas partager la prise de décision et je veux garder la main. Troisième étape, on va gouverner ensemble. Parce que quand on arrive à avoir décidé quelle est notre ambition commune, qu'est-ce qu'on met en commun et qui décide sur quoi, on arrive naturellement à la gouvernance mutualisée, à gouverner ensemble. On fonctionne déjà comme un projet collectif. On a un comité stratégique commun, on a des groupes de travail mixtes, on a des actions sur lesquelles on intervient en une seule et même équipe. On peut aussi avoir des administrateurs croisés au sein des conseils d'administration des uns et des autres, mais c'est pas encore une fusion. Mais les décisions importantes commencent à être prises de manière collective. Et du coup, la question de la gouvernance commune va se poser parce que une gouvernance commune, ça ne veut pas dire une gouvernance unique. On peut conserver deux associations tout en partageant certaines décisions stratégiques. Et là va se poser certaines questions qu'il est important de trancher et qu'il faut traiter à ce moment-là avant de passer à un processus de fusion plus engageant. Il faut, quand on arrive à ce stade-là, de se dire OK, on a deux gouvernances parallèles mais en même temps croisées et qui prennent des décisions en commun. Il va falloir se poser ces questions-là sur qui présidera demain, comment est-ce qu'on souhaite composer le futur conseil d'administration. Est-ce que chaque structure sera représentée de manière équitable au sein du futur conseil d'administration? Quelle représentation sur les territoires on veut avoir? Si on est deux associations qui couvrent plusieurs bassins de vie, et comment est-ce qu'on souhaite préserver l'ancrage local de l'une et de l'autre? Comment est-ce qu'on va reconnaître l'engagement des dirigeants historiques? Comment est-ce qu'on va accompagner le passage de relais? Comment est-ce qu'on va travailler le sentiment, comment est-ce qu'on va déjouer justement ce sentiment d'être absorbé pour construire quelque chose de commun? Commencer à se poser des questions aussi des salariés. Qui sera responsable de quoi? Quelles pratiques managériales sont compatibles pour les deux structures et lesquelles sont vraiment à reposer? Toutes ces questions, c'est important de se les poser au moment où les gouvernances sont encore parallèles, mais il faudra se les poser parce que un processus de transformation d'organisation et de fusion potentielle va amener à se poser toutes ces questions-là. Et si on les a pas mises à plat avant d'aller plus loin, ça va créer des problèmes et ça risque de faire échouer le processus de fusion. Donc, tout le propos de ce webinaire, c'est de se dire, il n'y a pas
du tout ou rien. Il n'y a pas de juste on mutualise un poste à on fusionne deux structures. Il y a un processus et il y a des questions à se poser suivant le degré de coopération qu'on veut avoir avec une structure. Et là, c'est de se dire la question du partage du pouvoir, la question de la représentativité sur les territoires, la question de l'histoire qu'on veut conserver et qu'on veut partager, la question des salariés et la question du lien avec les financeurs, elles sont centrales à trancher avant d'aller plus loin dans un processus de rapprochement. Et du coup, ça amène à la question de l'identité. Dans un processus de rapprochement, dans un processus de coopération, le sujet le plus sensible de tous, c'est pas forcément les finances, les statuts, c'est l'identité. Parce que, au fond, lorsqu'on accompagne des projets de rapprochement, c'est pas la fusion qui fait peur, c'est ce qu'elle représente. Et on va distinguer deux niveaux. Le premier niveau, quand on est une association, c'est qu'est-ce qui fait notre identité profonde? Et c'est qu'est-ce qui fait que notre projet a du sens? La raison d'être, les valeurs, la mission, le public qu'on accompagne, la manière d'agir, la culture au sein de l'association, l'ancrage territorial, les liens avec les bénévoles. C'est ça qu'on cherche, qu'on défend quand on est salarié d'une structure, quand on est dirigeant d'une structure, quand on est bénévole dans une structure. Notre identité profonde, c'est ce qu'on vient chercher, c'est ce qui fait qu'on est engagé au sein d'une structure. Et dans un process de rapprochement, l'identité profonde, c'est ce qu'on va chercher à préserver avant tout, parce que c'est la raison d'être de notre engagement au sein de l'association, de la coopérative, de l'entreprise sociale. Le second niveau de ce qui compose une identité, de ce qui compose une association, c'est ce qui va relever de l'organisation. Le nom de la structure, les statuts, l'organigramme, les procédures, les outils, les modalités de gouvernance. Et donc, en partant de ce postulat de ce qui fait une structure, ce qui fait une organisation, c'est son identité et son organisation, et qu'on a conscience que c'est ça que la structure A et la structure B veulent préserver à tout prix, il va falloir se poser la question de l'identité qu'on souhaite donner à cette nouvelle organisation, à ce processus de rapprochement. Un rapprochement ou une fusion, ça consiste pas à faire disparaître une identité au profit d'une autre. Ça consiste à construire un nouveau projet collectif qui va être capable de préserver ce qui fait la force de chacune des organisations. Sur le papier, ça paraît assez logique, mais dans la réalité, tous les rapprochements ne réussissent pas. Certains projets, pourtant portés par des structures qui sont financièrement solides, bien ancrés et en bonne santé vont pas aboutir, alors que d'autres vont démarrer avec beaucoup d'enthousiasme, mais à un moment vont rencontrer rapidement des tensions. Et certaines fusions qui sont pourtant juridiquement parfaitement construites, qui ont été accompagnées par des super cabinets sur les statuts, sur le rapprochement des contrats, etc., vont pas produire les effets attendus. Pourquoi? Parce que ce qui fait la différence entre un rapprochement qui crée une nouvelle dynamique et un rapprochement qui fragilise les organisations, c'est l'identité commune qui va sortir du process de rapprochement. Imaginez deux assos qui vont partager les mêmes valeurs, qui vont intervenir sur le même territoire, qui vont travailler ensemble depuis des années avec des équipes qui se connaissent, avec des financeurs qui soutiennent le projet de rapprochement. Tous les indicateurs vont être au vert et pourtant, 2 ans plus tard, le rapprochement ou la fusion est abandonnée. Pourquoi est-ce que ça peut se produire? Parce que une fusion, ça se résume jamais à additionner 2 organisations. Ça suppose de faire converger des histoires, des cultures, des habitudes de travail et des façons de décider. Et si on ne fait pas converger et qu'on décide juste de faire A plus B égale C, ça va fragiliser et ça risque de conduire à un moment à des chemins qui vont se séparer parce qu'on n'aura pas posé les bases d'une nouvelle structure avec une identité commune qui n'est pas l'effacement de l'une au profit de l'autre, mais la construction de quelque chose de commun.
Une fusion juridique, ça va prendre quelques semaines, alors que construire une nouvelle identité, ça va prendre plusieurs années. Et une erreur fréquente, ça consiste à croire qu'une nouvelle identité, c'est seulement la somme de 2 anciennes. Organisation A plus organisation B égale nouvelle association. Cela fonctionne rarement. Pourquoi? Parce que chacune va continuer naturellement à raisonner avec ses propres habitudes. Chez nous, on faisait comme ça avant. Dans notre association, c'était pas comme ça. Ou on a toujours fait comme ça chez nous, je vois pas pourquoi on changerait. Et si on part de A plus B égale C, on va rester dans un rapport de comparaison permanente qui fait que la fusion réelle des équipes, du projet, de l'organisation, des modes de faire, elle va pas être fonctionnelle et elle va pas réellement exister. Une nouvelle identité, ça consiste pas à choisir entre 2 façons de faire. Ça consiste à inventer une 3e façon de fonctionner et cela va se faire petit à petit. Première étape, pour construire une identité commune, pour partir de zéro et faire naître quelque chose de commun, et c'est de parler de sens. Avant de parler d'organisation, il faut parler de sens. Et c'est important de se poser 4 questions pour construire un récit commun qui va être la base d'une nouvelle organisation et d'une nouvelle manière de fonctionner. Pourquoi est-ce qu'on se rapproche? Qu'est-ce qu'on va réussir qu'on ne pouvait pas faire séparément? Quelles valeurs on va créer pour les usagers, pour les bénéficiaires, pour les clients? Et comment est-ce qu'on veut que nos partenaires parlent de nous dans 5 ans? En se posant ces 4 questions, ça permet de repartir de quelque chose de neuf et d'avoir en tête quelle utilité sociale, quel impact on veut avoir, et c'est ça qui permettra de rassembler les 2 structures en une, c'est d'avoir un récit commun qui va être sur la base de la réussite de qu'est-ce qu'on veut porter, quelle valeur, quelle mission et pourquoi. Et à partir du moment où on est d'accord là-dessus, où on part de ce socle et de ce terreau, on va pouvoir bâtir et construire dessus. Au lieu de se dire on fusionne parce qu'on a des difficultés, on va construire un récit positif qui va être on va fusionner, on va se rapprocher pour proposer un parcours plus cohérent, pour renforcer notre capacité d'innovation, pour sécuriser durablement notre projet et changer ce discours et le tourner de manière positive vers l'impact et vers le plus de sens, ça permet de fédérer et de construire autour. Une fois qu'on est d'accord sur les bases, sur le récit commun, sur qu'est-ce qu'on veut donner pour l'avenir, on va réécrire le projet stratégique. Une erreur fréquente, ça va consister à juxtaposer 2 projets associatifs. On va garder le projet associatif ou le projet de structure de l'organisation A, on va garder celui de l'organisation B, puis on va créer un 3e projet associatif qui va être l'addition de A plus B. En vrai, il faut repartir d'une feuille blanche et toujours travailler avec les administrateurs, avec les salariés, autour de questions simples qui vont être: aujourd'hui, c'est quoi les besoins du territoire? Quel public on veut servir demain? Quelles vont être les priorités qu'on veut se donner? Quelles activités vont nous permettre de combler ces priorités et d'atteindre nos publics? Quelles activités on fait aujourd'hui avant le rapprochement et la fusion ne vont pas servir cette vision commune qu'on s'est posée, ces cibles qu'on s'est fixées. Quelles activités on va devoir arrêter parce que justement, c'est pas dans la vision et dans le récit commun qu'on s'est posé. C'est important de se les poser et le projet commun, il doit être tourné vers l'avenir, pas vers le passé. Le principe d'un rapprochement réussi, d'une fusion réussie, c'est on part des besoins du territoire et on se dit comment est-ce qu'ensemble on peut mieux y répondre. Et si ça nécessite de se dire, il y a certaines activités qui en fait ne servent pas ce projet commun, il faut se le dire, il faut en avoir conscience. 3e étape, une fois qu'on a posé le terreau, les bases sur le récit commun, qu'on a commencé à écrire le projet stratégique de qu'est-ce qu'on veut toucher et comment est-ce qu'on va y aller, on va pouvoir construire une culture commune. Et c'est probablement le point le plus difficile. Parce qu'une culture, c'est toutes les choses qu'on voit pas.
c'est la manière d'être travaillé, c'est la façon de décider, c'est la place des bénévoles, c'est le rapport, au temps, c'est le rapport au management, c'est la relation avec les partenaires. Vous pouvez travailler, auprès de vos équipes avec 3 questions qui sont: «Chez nous, qu'est-ce qui fonctionne particulièrement bien? Quelles habitudes on souhaite conserver et quelles habitudes on doit faire évoluer?» Chaque structure va se poser ces questions, puis ensuite on va mettre en commun et ça va permettre de construire des nouvelles règles. Et l'important là, à ce stade, une fois qu'on a le récit commun, la stratégie, c'est de se dire comment, quelles règles on va se fixer pour bien travailler ensemble. Par exemple, comment est-ce qu'on va, préparer les réunions? Comment est-ce qu'on va prendre les décisions en commun? Comment est-ce qu'on va partager l'information? Quel comportement on attend de nos collègues et quel comportement on souhaite bannir? On va plus parler, de l'association A, ou enfin de l'organisation A et de l'organisation B, mais on va parler d'une future organisation avec des règles communes sur lesquelles, tout le monde est d'accord de partir pour travailler ensemble. Ça, c'est, la 3e étape et puis la 4e, c'est créer rapidement des réussites communes. Une identité, ça se construit beaucoup plus par l'action que par le discours et du coup, on peut, commencer par un projet commun qu'on va lancer, très vite. Par exemple, une journée d'équipe commune, un événement partagé, un groupe de travail transversal. Parce que là, ça va permettre, aux équipes de commencer à se dire: «OK, on construit quelque chose ensemble et pas chacun de son côté» et ça va permettre de re-questionner ce qu'on s'est dit à l'étape 1, à l'étape 2, à l'étape 3. Beaucoup de réunions, beaucoup de mises à plat pour définir le récit commun, définir la stratégie, construire des règles de fonctionnement communes qui vont permettre de travailler, correctement et ensuite on va l'éprouver, avec des réussites communes en mettant en œuvre, ça, très rapidement, ce qui va permettre à chaque fois de réajuster, l'étape 1, 2, 3. La nouvelle identité, elle va devenir, visible à ce moment-là. Une fois qu'on a réussi à faire l'étape 1, 2, 3, 4, les le concret est là. Les partenaires, vont voir, un seul projet, vont voir une seule équipe et la nouvelle organisation prend déjà forme et ça, c'est nécessaire avant d'acter une fusion, juridique, avant, d'acter un protocole de fusion de 2 structures. Une fois qu'on a fait ces 4 étapes et ben la fusion, elle est naturelle et elle va se faire, assez facilement. Pourquoi est-ce que les rapprochements échouent? Pourquoi des dirigeants pensent qu'une fusion échouent en général? Et ben, ils vont se dire: «Bah, parce que les modèles économiques sont incompatibles». En réalité, c'est pas la première cause. La cause la plus fréquente d'un projet de fusion ou de rapprochement échoué, c'est des cultures qui sont trop différentes, une absence de vision commune, des histoires qui se rencontrent jamais et du coup des équipes qui comprennent pas le sens du projet. Encore une fois, le récit commun et l'identité, c'est ce qui va faire que chacun va s'y retrouver et si on s'y retrouve pas et bah, c'est pas grave. C'est aussi des cycles de changement dans les équipes, les rapprochements et les fusions. Mais tant que ça permet de servir, un objectif commun, un plus de sens et plus d'impact, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Si on prend, encore, mes 2 structures, toutes les 2, elles vont intervenir dans les champs de l'insertion. Elles sont solides financièrement, elles ont des activités qui sont complémentaires. Heu, Pourtant, il y en a une qui va fonctionner de manière, très militante, avec, beaucoup d'engagement, avec, un plaidoyer fort et on va avoir une autre structure qui va être, très, professionnalisée avec des rythmes, de réunions intenses, avec, des process qui vont être cadrés. Hem, on va se rendre compte que ces 2 structures qui, pourtant, sur le papier, ont tout pour, se rapprocher et fusionner de manière efficace et bah, ça va pas fonctionner parce que culturellement, tout les oppose et que tout va devenir plus compliqué. Entre une structure très militante, très engagée et une structure qui, peut avoir un engagement fort, mais avec des process, très, rigoureux et cetera. Si le travail d'avant n'a pas été fait sur, se raconter un récit commun et cetera, les cultures étant trop éloignées, la fusion ne marchera pas parce que, les 2 équipes vont pas s'y retrouver, on n'arrivera jamais à en faire une et du coup, une fusion,
c'est d'abord la rencontre entre 2 cultures qu'on va mettre à plat pour en construire une troisième. Et les 3 erreurs les plus fréquentes qui font que les rapprochements échouent, c'est penser qu'une fusion, c'est uniquement une opération juridique et qu'il suffit d'acter, dans des assemblées générales et dans des statuts communs, quelque chose. Une fusion, un rapprochement, c'est d'abord, quelque chose d'humain. Et si on l'a pas en tête et qu'on part dans, il nous faut un cabinet qui va nous écrire les bons statuts, on oublie les étapes d'avant et du coup, concrètement, ça va rendre compliqué, le fait d'avoir une seule équipe, un seul projet, un seul objectif. Deuxième, erreur qu'on rencontre souvent, c'est vouloir préserver intégralement les 2 organisations. On construit pas un projet commun en conservant 2 projets parallèles. C'est pas possible. Ça fait que 2 projets parallèles, 2 équipes parallèles, 2 cultures parallèles et ça risque de faire échouer ou alors de faire que la fusion mettra, 10-15 ans avant d'être vraiment effective. Et ça risque du coup de rendre moins impactant, moins utile, la structure sur le territoire parce qu'on va pas tous aller dans le même sens, on va chacun avancer en parallèle et la recherche de sens, de mission, de valeur, sera moins efficacement portée et c'est dommage. Et troisième erreur, c'est tout ce que je vous dis depuis le début, c'est de pas donner de sens. Se dire, on fusionne parce qu'il faut fusionner et sans impliquer les équipes, sans expliquer le pourquoi et sans avoir en tête que le principe d'un rapprochement ou d'une fusion, c'est de faire mieux, plus que ce qu'on faisait seul. Si on n'explique pas ça et si on n'a pas ça en tête pour guider la fusion, ça fait que les équipes vont avoir du mal à accepter les changements, qu'elles vont pas comprendre et qu'elles vont pas trouver de sens dans leur mission. Donc toujours avoir en tête pourquoi est-ce qu'on fusionne, pas parce qu'on nous l'a demandé, pas parce qu'on est en difficulté, mais parce que ça va nous permettre de faire autrement, mieux, plus que ce qu'on faisait seul. Du coup, pour continuer dans cette logique, une question revient souvent quand on accompagne les dirigeants, c'est: est-ce que la fusion va résoudre nos difficultés? Ma réponse est toujours la même. Une fusion, ça résout rien, par elle-même. Ça va créer de nouvelles possibilités, mais ça crée aussi de nouvelles contraintes. Donc comme tout projet stratégique, se lancer dans un process de fusion ou de rapprochement, intensif, ça doit être analysé et ça doit, se questionner en justement en déconstruisant les idées reçues qu'on peut avoir sur la fusion et sur les process de rapprochement. La première idée reçue qu'on a, c'est une fusion, ça va permettre de faire immédiatement des économies. Donc on va fusionner pour économiser. C'est l'idée la plus répandue qu'on a et c'est en général ce qui guide les injonctions des financeurs à faire fusionner 2 structures. C'est-à-dire, en fait, ça nous coûtera moins cher si on a 2 structures à fusionner et ça permettra de faire des économies. 2 structures qui vont devenir une, OK. Donc on imagine qu'automatiquement, il y aura moins de charges, moins de coûts, plus d'efficacité. Dans la réalité, c'est presque jamais ce qui se passe, du moins au début. Une fusion, ça va générer des dépenses qui sont souvent sous-estimées. Par exemple, il va y avoir un accompagnement juridique, il va y avoir des harmonisations de contrats de travail, à faire. Il va y avoir des systèmes d'information et des systèmes informatiques, à modifier. De la communication à faire largement, de la communication interne et externe. Va falloir réorganiser les locaux, va falloir, consacrer, du temps au projet de fusion qui va faire qu'on aura moins de temps pour faire nos missions, habituelles. Ça va nécessiter des accompagnements RH, des audits et à ça va s'ajouter, le temps invisible qui va être le temps des dirigeants consacré à, préparer la fusion et une fois qu'elle est faite, à mettre en œuvre le projet et à faire en sorte que tout, se mette en œuvre. Donc pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, les dirigeants vont consacrer un temps important, de l'énergie importante au rapprochement, au détriment du reste de leur mission ou de leur projet. Et du coup, les économies d'une fusion, ça va exister, mais pas tout de suite. Ça va mettre du temps avant d'être rentable. Donc la première idée reçue à combattre avant de se dire on va fusionner, c'est non, une fusion, ça permet pas de faire des économies, du moins pas sur les premières années. Deuxième idée reçue, une seule structure sera forcément plus simple à gérer. Là encore, ça paraît logique, mais
parce qu'on se dit on aura une gouvernance, une direction, un seul pool de fonctions support, une organisation, donc ça va être plus simple. En réalité, pendant une période, c'est souvent l'inverse, parce qu'il va falloir faire coexister deux manières de travailler, deux histoires, deux conventions collectives, deux systèmes d'information, deux réseaux de partenaires. Donc au début, les dirigeants vont souvent gérer l'organisation au quotidien, ce qu'ils ont à faire, et la construction d'une nouvelle organisation commune. Donc la charge de travail va augmenter temporairement. Donc une fusion, ça va simplifier l'organisation, mais seulement lorsque la période de transition… Retour de Simon. Oui. On t'entend pas, Simon. Il y aura ou déjà dans le chat, comme vous préférez. On est de retour, désolé. Désolé pour le… Hop, je reprends. Où est-ce que j'en étais dans mes idées reçues? Oui, les équipes vont naturellement travailler ensemble. On se dit que parce qu'on fait le même métier, parce que on a les mêmes publics, spontanément, les équipes vont se mettre à collaborer. Mais chaque structure, comme encore une fois, possède sa culture. Certaines vont être très participatives dans la manière d'organiser les activités. Certaines vont laisser beaucoup d'autonomie à leurs équipes, alors que d'autres non. Du coup, ce qui va créer la nouvelle identité, c'est pas les statuts, c'est les nouvelles habitudes de travail. Et les équipes vont pas naturellement travailler ensemble si on n'a pas fait les étapes d'avant que je vous ai dit, se raconter une histoire commune, poser les règles. C'est pas si simple de se dire il suffit de décréter qu'on est une seule et même équipe pour que ça existe. Il faut. Idée reçue 4, on va garder simplement le meilleur des deux structures. C'est souvent l'intention et elle est positive, mais il faut accepter une réalité. Une fusion, ça implique toujours des renoncements. Et il faudra parfois abandonner certains projets, harmoniser des pratiques, revoir certaines habitudes, redistribuer certaines responsabilités. Construire une organisation commune, ça suppose d'accepter de laisser certaines choses derrière soi. Donc non, une fusion, un rapprochement, c'est pas on garde le meilleur des deux, c'est on repart à zéro en ayant notre compréhension de ce qui fonctionne chez les uns et chez les autres, mais c'est pas une addition de A plus B. Idée reçue 5, une fusion est d'abord un projet juridique. Le juridique, c'est probablement la partie la plus simple. On paye un cabinet qui va tout nous mettre d'équerre et ça, c'est assez facile. Les véritables difficultés, elles sont ailleurs. Ça concerne la confiance entre les dirigeants, ça concerne la vision commune, ça concerne le partage du pouvoir, ça concerne la conduite du changement, le management des équipes. Et j'aime bien utiliser cette image. Une fusion, ça ressemble un peu à un déménagement, quoi. Changer d'adresse, c'est assez simple, mais faire en sorte que toute la famille se sente chez elle, à la bonne place et ses meubles aux bons endroits, dans la nouvelle maison, c'est beaucoup plus long. Donc la fusion, c'est pas juste on crée des statuts, c'est bien plus compliqué. Alors pourquoi fusionner? Une fois qu'on s'est dit tout ça, c'est assez simple, hein, parce que dans certaines situations, la valeur créée dépasse largement les contraintes. Et c'est ça qu'il faut se poser comme question, quoi. Si la fusion, ça permet de sécuriser durablement un projet d'utilité sociale, de renforcer la capacité à agir, de professionnaliser certaines fonctions, d'offrir des parcours plus cohérents pour les usagers, les bénéficiaires et les clients, d'améliorer la lisibilité auprès des partenaires, des financeurs, d'attirer plus facilement des compétences, de construire une stratégie à une échelle qui est plus importante. Alors oui, la fusion, c'est ce qu'il faut faire. Encore une fois, ce qui doit guider, c'est bien l'utilité sociale, l'impact et le sens, plutôt que des statuts juridiques et des contraintes financières. Oui, ça c'est ce que je viens de vous dire juste avant. Donc, tant que la fusion, ça permet ça,
allez-y, ça apporte plus de bénéfices que de contraintes. Donc oui, un rapprochement, une fusion, c'est complexe, c'est un parcours, c'est pas facile. Tout ce que je vous ai dit avant, c'est à bien avoir en tête, mais si ça crée de la valeur importante pour les territoires, pour les usagers, pour les salariés, pour votre mission, il faut le faire. Et du coup, il y a une petite grille de la décision avec 5 questions à se poser avant de se dire est-ce qu'on fusionne, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on se lance? Et bah, c'est 5 questions qui vont guider le choix. Se dire si on fusionne pas, qu'est-ce qui se passe dans 5 ans? Si on fusionne, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire qu'on ne faisait pas aujourd'hui? Est-ce que les bénéfices attendus vont être supérieurs au coût de la transition? Est-ce que les dirigeants des 2 structures sont prêts à conduire cette transformation? Est-ce qu'ils ont l'énergie? Est-ce qu'ils ont la réelle volonté de le faire? Et est-ce que cette évolution va d'abord servir le projet d'utilité sociale et répondre à un vrai besoin, ou est-ce que ça sert à contenter des financeurs ou à combler des difficultés conjoncturelles? Une fois qu'on s'est posé ces 5 questions, si la réponse est positive à chaque fois, allons-y, quoi. Du coup, depuis 3 webinaires, on a parcouru un chemin. On a commencé par regarder notre propre organisation en se disant est-ce que j'ai des marges de manœuvre coopératives? Ensuite, on a regardé les différentes formes de coopération qui étaient possibles, la mutualisation, le rapprochement et la fusion. Et aujourd'hui, on a vu que certaines coopérations peuvent conduire à transformer profondément les organisations pour n'en faire plus qu'une. Il n'y a pas de bonne solution. Certaines structures vont rester indépendantes, d'autres vont développer des coopérations ponctuelles, d'autres vont construire une gouvernance partagée en restant avec 2 entités juridiques. L'important, c'est que les choix soient éclairés, préparés, cohérents avec le projet que vous portez et que vous souhaitez porter demain. Et du coup, le véritable patrimoine d'une structure ESS, c'est pas sa personnalité juridique, c'est son utilité sociale, et c'est ce qui doit toujours guider les process de coopération. Et votre responsabilité de dirigeant, c'est de vous demander régulièrement, constamment, quelle est aujourd'hui l'organisation la plus pertinente pour continuer à porter votre utilité sociale demain. Et c'est ça qui guidera les choix de coopération que vous pouvez avoir à faire dans un contexte, encore une fois, qui est mouvant et percutant pour les structures ESS que nous sommes. Voilà pour la fin de ce 3e webinaire. Je ne sais pas s'il y a eu des questions posées. N'hésitez pas, si vous avez des réactions, des questions, des commentaires, on est là pour y répondre. Soit dans le chat, soit en ouvrant les micros. Oui, oui, Alain, vas-y. Oui, par rapport à la présenté, je partage complètement. Ce qui est bizarre, c'est que dans ta logique, on est arrivé à la fusion. Or, moi, je pense qu'il y a des modes de coopération beaucoup plus intéressantes que la fusion par rapport à une chose. Pour vous donner un petit exemple, mais il est à la fois complexe et il est à faire vivre en permanence. Par rapport à l'association ASPIC, donc prévention spécialisée, on a été très entreprenant, on a mis en place l'abeille, on a développé une ressourcerie résiste, on a mis en place des choses pour la mobilité inclusive, une auto-école, un garage solidaire qui est en train de se casser la gueule, malheureusement. Voilà, une plateforme de mobilité solidaire. Et en fait, la réflexion qui a été de l'ASPIC, ça a été de dire est-ce que c'est nous qui avons à gérer tout ça, on est les promoteurs, ou est-ce qu'au contraire, on a autre chose à construire? En fait, dans la réflexion, on a été bien conseillé, aidé dans la réflexion stratégique, ça a été de s'inspirer en fait du modèle de la Constitution française sur l'indépendance association. Donc, tu devrais rajouter dans ton petit dernier schéma, à côté de l'indépendance, l'idée d'indépendance association. C'est-à-dire comment, j'allais dire, on donne de l'autonomie complète et totale à ce qu'on met en place, mais en même temps, on garde
un sens commun, philosophie commune, et on essaye de faire vivre. C'est là où c'est compliqué quand c'est des structures qui ont des finalités et des objets très différents. Mais voilà, cette notion d'indépendance association, ça me plairait bien que dans ton prochaine intervention, tu la mettes, j'allais dire, comme une des possibilités intéressantes justement à la fois d'indépendance et à la fois de lien commun par le sens et par la finalité, qui est en gros, si je la résume dans l'esprit de l'ASPIC, c'est l'accès de tous aux droits de tous par la mobilisation de tous. Et je reprends là le titre d'un rapport d'ATD Carmonde au CESE, qui est vraiment ça, l'accès de tous aux droits de tous par la mobilisation de tous dans les quartiers où on travaille. L'ASPIC, on est vraiment sur cette logique en permanence de créer des outils pour que ça devienne réalité pour ces gens-là. Super, oui, merci du témoignage. Mais oui, c'était le propos aussi, c'est de se dire que la fusion, c'est pas une fin en soi, c'est pas un aboutissement et qu'il y a plein de manières de se rapprocher, de travailler ensemble, tant que ça sert l'utilité sociale et la mission que vous êtes fixée. C'est une super illustration. Je te garde en tant que témoin pour les prochaines interventions, Alain. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, partages? Questions? Non? Merci Karine pour ton message. Pauline, apparemment, tu as été extrêmement claire et précise. Fabuleux. C'était le principe. On organisera à la rentrée des nouvelles étapes dans ce cycle sur la coopération avec des ateliers de mise en pratique pour repartir vraiment avec des outils concrets pour travailler les coopérations au sein de vos structures. Donc, on est en train d'affiner les dates, mais on vous enverra si vous voulez, puis il y aura sur les réseaux sociaux la suite de ce cycle sur la coopération. Donc, on a commencé avec les 3 webinaires, on fera ensuite des ateliers pratiques et on souhaite aussi organiser une visite apprenante justement pour donner à voir ce que ça peut faire, une fusion ou un rapprochement ou une mutualisation réussie. Donc, on revient vers vous avec tout un programme et on espère que vous suivrez et que vous serez aussi au rendez-vous. Merci d'avoir suivi tout ça. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions une fois que vous aurez digéré ce flot d'informations en 1 heure. On est disponible pour y répondre. Et merci de votre participation. On vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne journée. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.